dans la green room. Voilà, normalement, on est en ligne. Bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Jean-Luc Simon. Je suis principal dans un collège au bout du monde, dans le Finistère. Vous avez deux indices derrière moi qui vous donnent très exactement ma localisation. Je suis principal dans l'Académie de Rennes depuis 2 ans et j'étais avant sur l'Académie de Versailles. Et donc, nous allons ce soir passer une heure ensemble. Alors, c'est cadré parce que dans 1 heure et 10 minutes, la connexion sera coupée. Et donc, je vais discuter avec Flora Bernard, que je vais laisser se présenter. Puis ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment cette heure va se dérouler. Flora, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Luc. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. Je suis Flora Bernard, je suis philosophe en entreprise. Ça fait 8 ans que j'ai créé une agence de philosophie qui s'appelle TAE. Et donc, avec mon associé Marion Genèvre, nous intervenons dans les organisations pour faire philosopher des équipes sur les enjeux qui concernent le monde du travail. Donc, en ce moment même, par exemple, les sujets sur à la fois en présence quand on n'est pas en confinement, mais aussi à distance. Ce sont les enjeux liés au télétravail, à la distance, à la relation, à l'incertitude, à la confiance, au contrôle, vous voyez, ce genre de sujets. Et l'objectif, en fait, de nos ateliers philosophiques, c'est de permettre à chacun de prendre de la hauteur sur ce qu'il ou elle est en train de vivre et de pouvoir questionner ses certitudes, questionner ses évidences et de pouvoir dialoguer dans une saine confrontation d'idées. Je pense que ça, on en a vraiment besoin en ce moment, et de pouvoir réinterroger le sens des concepts, le sens des mots qu'on utilise tous les jours et qu'on utilise parfois tellement souvent qu'on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière. Et donc, ravie d'être avec vous ce soir pour cet échange avec Jean-Luc et avec vous. Bien, alors j'espère que pour tout le monde la connexion est bonne. Flora était un petit peu hachée sur les moments, mais globalement, pour moi, c'est bon. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très très bonne. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux faire, malheureusement. Je sais pas. Alors, je sais pas si on va. J'ai pu ouvrir le chat, donc je vais juste poser la question à ceux qui nous voient, si vous nous recevez correctement et si vous nous entendez correctement. Hein, je vois qu'on est en live depuis 3 minutes et 14 secondes. Je veux juste m'assurer que vous nous recevez. Parce que si ça se trouve, on est en train de discuter, Flora, tous les deux. Et je veux juste m'assurer qu'on nous entende bien. Oui, alors il y a moins une personne, c'est OK, donc c'est bon. Donc vous êtes au moins deux à nous entendre, donc j'imagine que le reste nous entend. Très bien, merci à vous. Alors donc, la thématique ce soir, en fait, est un petit peu particulière parce que, en fait, elle avait été pensée il y a 1 mois et demi de ça. Et il y a 1 mois et demi, certes, on savait qu'on rentrait dans une période un petit peu compliquée, mais on n'imaginait pas il y a 1 mois et demi que on allait rentrer dans une période encore plus compliquée, que entre-temps on allait vivre l'assassinat d'un collègue, que ensuite on allait vivre un reconfinement au niveau national de façon un peu compliquée. Et finalement, la thématique de ce soir s'est plus posée en se disant comment aujourd'hui on arrive à fixer le cap, à garder un cap dans l'eau d'imprévu, d'urgence, dans un établissement scolaire. Et finalement, est-ce qu'il faut fixer un cap dans ce cas-là? Donc on s'est posé pas mal de questions, on a discuté. Après, moi j'avais une remarque dans un premier temps, c'est que compte tenu du contexte,
je me suis dit que finalement, on aurait presque pu être plusieurs à échanger à ce moment-là, parce que bon, ceux qui me connaissent savent que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, enfin en particulier sur Twitter, que j'utilise moi pour échanger, pour trouver des idées, pour partager une vision que j'ai du management, parce que c'est le sujet ce soir, euh, et une vision de l'approche du management dans un établissement scolaire. On fera pour ça le parallèle avec Flora sur la question du monde de l'entreprise, et on verra que finalement, nous autres cadres en établissement scolaire qui pensons, enfin moi c'est mon cas, qui pensait que finalement il y avait pas mal de différences entre le monde de l'entreprise et ce que nous on vit dans le cadre du management. Il n'y a peut-être pas tant de différences que ça. Finalement d'apporter de ma part une vision que j'espère partager avec vous, une vision sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quelles sont les priorités qu'on met en place lorsqu'on se retrouve dans des situations de crise comme celle qu'on vit en ce moment, comment on se comporte avec nos équipes, quelles sont les décisions qu'on prend, quelles sont les décisions qu'on ne prend pas. Voilà, donc on va échanger sur cette question de la place du manager en établissement scolaire et comment finalement on se positionne. Donc moi je vais parler de ma façon d'aborder la gouvernance dans mon établissement, dans les échanges que j'ai pu avoir avec Flora et puis que j'ai pu avoir avec d'autres collègues qui sont un petit peu partout en France. J'ai le sentiment, moi, d'être extrêmement privilégié dans mon établissement, dans ma région, et d'être extrêmement privilégié dans mon académie, parce que je me sens, depuis le mois de mars, en fait, j'ai l'impression d'être soutenu, moi, par ma hiérarchie, d'être soutenu dans les actions que je mène et dans la liberté qui m'est donnée de fonctionner. Donc, on va aborder les premiers points. On va essayer de cibler, si vous avez des questions au fur et à mesure, là pour l'instant on est plus dans des généralités, partir des constats et puis finalement les pistes de réponse que moi en tant que chef d'établissement dans un tout petit collège, mais que j'ai pu apporter dans d'autres établissements dans lesquels j'étais auparavant, quelles pistes on peut avoir sur les décisions qu'on est amené à mettre en œuvre lorsqu'on se retrouve dans une situation de crise. Et là, aujourd'hui, je pense qu'en termes de situation de crise, on ne peut pas faire beaucoup pire sur les décisions à prendre. Dans une période normale, dans un établissement scolaire, on a un calendrier finalement qui change assez peu d'une année sur l'autre, et puis on peut se donner un cap. On a des gros invariants, et finalement, on peut arriver à se projeter dans l'avenir. En ce moment, se projeter dans l'avenir, les uns et les autres, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que chef d'établissement, je suis incapable aujourd'hui, je me sens incapable de me projeter dans l'avenir quasiment depuis le mois de mars. Je ne sais pas comment me projeter dans cet avenir et je ne sais pas comment l'envisager. Et c'est quelque chose que je partage avec mes équipes. Voilà, on a parlé de cap. On se donne des caps, on impose des caps. Moi, aujourd'hui, en tant que cadre, je n'ai plus de cap. J'ai plus le sentiment d'avoir un cap, et pour autant, je me demande est-ce que c'est finalement très grave dans mon fonctionnement de manager. C'est-à-dire, qu'est-ce que aujourd'hui les équipes avec qui je travaille attendent de moi, chef d'établissement, dans le cadre du fonctionnement et du management de l'établissement. Donc en fait, quand on parle de cap, finalement, le cap, on le garde pas, ou on change de cap, ou si je voulais filer la métaphore, la métaphore maritime, je dirais que je mets en panne le navire, et puis on se pose, et on réfléchit. Et finalement, on arrive à cette question de l'adaptabilité. Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on s'adapte et qu'est-ce qu'on apporte en tant que manager sur sa propre adaptabilité. Voilà. Et sur l'adaptabilité, Flora, tu as peut-être une remarque ou une réaction à faire
sur l'adaptabilité du manager et ce sentiment d'impuissance et finalement de se dire, bah, là maintenant je vais devoir m'adapter. Alors, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est en philosophie, mais pas qu'en philosophie d'ailleurs, on aime revenir à l'étymologie des mots. Et ce que je trouve intéressant, c'est de revenir à l'étymologie. Un vocable que vous utilisez moins fréquemment dans le domaine de l'éducation que dans le domaine de l'entreprise, mais c'est quand même un mot que je trouve très intéressant pour ces deux origines. Premièrement, manager, ça vient du vieux français ménager, M-E-S-N-A-G-E-R. Donc, il y a l'idée de ménage. On gère un ménage. Le manager gère un ménage. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait quelqu'un qui gère un ménage? Il en gère à la fois les aspects pratiques, les aspects économiques, les aspects organisationnels et puis, bien évidemment, les aspects humains, puisqu'il y a des personnes dans un ménage. Donc ça, c'est une première étymologie que je trouve intéressante, c'est que le rôle du manager, c'est de jouer enfin pas de jouer pour s'amuser, hein, mais d'agencer, on va dire, c'est peut-être plus précis, d'agencer des ressources économiques et de prendre soin de personnes. Hein. Et puis la deuxième étymologie, c'est une étymologie italienne. Manager, ça vient de l'italien maneggiare. Maneggiare, ça vient du mot latin manus, qui veut dire main. Et donc, maneggiare, c'est de là d'où vient d'ailleurs le mot manège de chevaux. Hein. Et donc, maneggiare, ça veut dire tenir en main les rênes d'un cheval. Et donc, si on file la métaphore, manager, c'est finalement guider un collectif. Évidemment, il n'est pas question de faire la métaphore entre des personnes et des chevaux, on est d'accord, hein, mais on ouvre et il y a cette idée de guider, d'accord et là, j'en viens. Alors, moi, j'aime bien la métaphore montagnarde parce que je suis plus montagnarde que maritime. Mais quand je pense au manager, en fait, je pense au guide de haute montagne. Certains d'entre vous ont certainement fait déjà quelques sorties en montagne. Et vous savez comme moi, quand on part plusieurs jours, que la météo change sans cesse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cap. Et ça, il me semble que malgré tout, c'est important d'avoir un cap, même s'il est changeant. Parce qu'un cap, c'est une direction et c'est donc un sens que le guide ou que le manager va donner à son équipe, quand bien même celui-ci change. Donc, le guide de haute montagne, il a ce cap qu'il doit suivre et en même temps, il doit pouvoir gérer tous les changements de météo qu'il peut y avoir en montagne, comme j'imagine qu'il peut y avoir en mer, et également les ressources de son équipe, puisque le guide emmène une équipe avec lui. Et il y a des personnes qui sont plus fragiles, il y a des personnes qui sont plus endurantes, il y a des forces et des forces mentales aussi qui sont forces physiques et forces mentales qui sont différentes. Et il doit pouvoir jongler en fait avec tout ça. Donc, face à l'incertitude, je pense que intégrer l'incertitude dans l'acte même de manager, c'est aussi pouvoir être plus à l'aise avec ce rôle de guide et de chef de ménage, en fait, en quelque sorte, hein, si on reprend les deux étymologies. Merci Flora. Alors moi, ça m'amène sur ménager, je m'en souvenais, sur l'aspect, sur l'étymologie italienne moins, et finalement, ça m'amène à une réflexion en cette période de crise, dans les discussions qu'on avait pu avoir, et dans les discussions que j'ai aujourd'hui avec d'autres collègues, c'est que finalement, quelles sont aujourd'hui les priorités? C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une situation de crise, enfin je parle pour moi, j'ai une priorité qui est ce que j'appelle la concorde. C'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est de revenir à une situation de concorde locale avec mes équipes en priorité, puis avec les usagers, donc les élèves et les parents, mais ça commence par les équipes. Et cette question de ce que j'appelle la concorde, alors après, si je veux le dire de façon un petit peu plus triviale, je parle de pilotage par la convivialité, et puis à certaines heures de la journée ou de la semaine,
je parle de pilotage par le pot. J'ai une, POT. voilà, pour POT. Donc j'ai un fonctionnement qui fait que je pense que si on fait en sorte que les personnels, au sens large, dans un établissement scolaire, se sentent heureux dans leur environnement, et donc on a un nombre de leviers infini pour faire en sorte que les gens se sentent heureux dans leur environnement de travail, et bien à ce moment-là, on peut arriver à cette deuxième étape qui est le travail le travail en collaboration, le travail ensemble, le fait que on développe et on met en place ensemble de la cohésion pour travailler ensemble. Alors ça passe par des choses qui semblent totalement insignifiantes. Ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'ai une petite passion pour les gâteaux. Alors c'est pas une petite passion, hein, c'est juste que pour moi c'est un levier. D'abord parce que j'aime les gâteaux, mais aussi c'est un levier de partage, c'est-à-dire partager des moments simples avec des personnels, prendre le temps de prendre le temps pour eux, de faire quelque chose et partager quelque chose qui est aussi simple que ça. Ça peut paraître pour certains hors champ du management, mais en ces périodes de crise, c'est pour moi quelque chose qui relève d'une mise en place majeure du management, le pilotage par la convivialité. Oui, vas-y. Je peux juste réagir à ce que tu dis, Jean-Luc. Je trouve que ce que tu dis, c'est très important parce que, vous voyez, excusez-moi, hein, je vais souvent faire référence à l'étymologie, mais je trouve que c'est très intéressant. Elle nous éclaire. Convivialité, c'est convivere. Donc, en fait, quand on travaille ensemble, on ne fait pas que travailler ensemble, on vit ensemble. On vit ensemble et on passe tellement de temps dans nos environnements de travail, quel que soit notre travail, en réalité, c'est une partie de notre vie, que je pense qu'il est vraiment extrêmement important de ne pas oublier cette dimension importante qui est le vivre ensemble. Ça, c'est un premier point important. Donc, la convivialité, ce n'est pas juste prendre un goûter ensemble parce que c'est sympa. Ce n'est pas juste ça. C'est parce que, comme tu le soulignais aussi, Jean-Luc, si on veut pouvoir construire des choses ensemble, si on veut pouvoir vraiment dialoguer, je ne parle pas de débattre, je ne parle pas de rester campé sur ses positions et de dire ce qu'on pense, mais de véritablement dialoguer et construire ensemble, il faut qu'il y ait une relation qui soit créée. Et je pense que ce que tu mets en lumière, Jean-Luc, c'est que pour toi, le préalable à la construction, au dialogue, à la discussion que tu crées avec ton équipe, c'est le fait d'avoir créé une relation de confiance qui fait que cette discussion et ce dialogue est possible. Évidemment, ce qui est plus compliqué quand on est sur les réseaux sociaux, hein, donc on le voit bien d'ailleurs en ce moment même. Hein, mon associé a publié un papier sur la liberté d'expression il n'y a pas très longtemps sur un réseau social, ce qu'on fait en fait assez rarement, et elle était absolument effarée par le fait que personne n'avait vraiment lu jusqu'au bout, personne n'avait pris le soin de bien comprendre ce qu'elle essayait de dire. Et voilà, et donc quand on est ensemble, en présence, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant pendant ces moments de confinement, à garder le lien et à garder le lien oral, physique avec ceux avec lesquels on peut le faire, parce que le préalable au dialogue, c'est le respect et c'est la relation. Oui, voilà, mais alors, je vais rebondir là-dessus sur la question du préalable. Moi, c'est ma 3e année hein, dans cet établissement, et quand je suis arrivé, mon prédécesseur mettait en place quelque chose que je n'avais pas dans mes autres établissements et que j'ai continué, c'est des réunions. J'essaie de faire en sorte qu'on en ait une par mois, mais en pratique, on n'arrive pas à en faire une par mois. Des réunions informelles, réunions plénières,
où on se retrouve tous pendant 1 heure, une fois tous les mois et demi, mais au moins une fois ou deux entre chaque période de vacances pour échanger sur tout et sur rien. Il n'y a pas nécessairement de sujet, mais c'est l'occasion juste de se poser, se voir, discuter, s'écouter, avoir des choses à dire, se poser une question toute simple, qui est une question qui en ce moment est plus importante que jamais. C'est une question que j'aime bien quand on me la pose de façon informelle, c'est « Et vous, comment ça va en ce moment ?» Mais quand on pose cette question, c'est pas bonjour, ça va. C'est de se poser la question et vous, comment ça va en ce moment? J'ai vécu ça récemment puisque 3 jours avant les vacances, les 3 derniers jours avant les vacances, je n'étais pas dans l'établissement, j'étais au fond de mon lit. Et j'étais bien cloué au fond de mon lit et j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages après, j'ai reçu des messages très drôle de la part d'un des personnels qui a permis de faire rire toute la communauté et qui, pendant mon absence, finalement, j'ai senti que, j'étais pas seulement un manager ou que les gens se préoccupaient de ce que j'avais. Pour la personne, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qui, moi, au quotidien, est extrêmement important, c'est d'arriver à se poser en ce moment, et en ce moment surtout, et de pouvoir dire aujourd'hui aux gens, et vous, comment ça va? Et de dialoguer. Donc, quand on parle de cette question du dialogue, elle est centrale aujourd'hui pour pouvoir avancer sur le futur. Ça sera ma conclusion pour plus tard, mais je le redis déjà à partir de maintenant. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui et qui est extrêmement compliqué, hein, objectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il est en train de se passer des choses qui, pour moi, en tant que manager, je sais que dans le milieu de l'éducation, le mot manager, parfois c'est presque un gros mot, mais moi c'est un mot que aujourd'hui je revendique parce qu'aujourd'hui le manager, enfin les enseignants sont des managers aussi. Tous les cadres dans un établissement scolaire, d'une façon ou d'une autre, font du management. Et je suis en train, moi, depuis le mois de mars, d'apprendre tous les jours des choses nouvelles de cette crise. Alors c'est épuisant, c'est fatigant. Je n'ai qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête, comme nous tous. Mais pour autant, il est en train de se passer des choses que j'espère nous allons garder après dans la relation à l'autre et dans la façon dont on se regarde les uns les autres. Alors je suis parfois taxé d'un peu de bisounours ou d'idéaliste, mais je trouve ça absolument passionnant. Il y a une question il y a une remarque qui est faite là-dessus, qui va dans ce sens-là, et qui dit que il ou elle faisait des visioconférences toutes les semaines avec les équipes de son collège pendant le confinement. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, et je pense que c'est effectivement, on le fait de façon intuitive. On va parler de l'intuition peut-être à un moment donné, parce que on a tous fait des choses, et moi j'ai vu des choses, et c'est là on parlait des réseaux sociaux et de Twitter. Moi j'ai une chance énorme, c'est que sur Twitter j'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à créer un environnement. J'ai 1300 personnes qui me suivent, j'en suis pas loin de la même chose, et j'ai la chance d'avoir un environnement sur Twitter qui est un environnement qui est extrêmement bienveillant. Et je suis étonné, hein. Alors je masque énormément, dès que je vois des choses un peu agressives, je masque, mais énormément de bienveillance. Et ce que je vois, moi, sur mon environnement Twitter à moi, c'est quelque chose qui m'apporte énormément. C'est-à-dire que les choses, on soutient, on s'encourage. Assez récemment, il y a une collègue qui a annoncé que aujourd'hui, là, elle démarrait un nouveau poste de remplacement dans un établissement, et on a été plusieurs à lui dire c'est formidable, tout courage, à lui envoyer des ondes positives, et c'est ce genre de choses gratuites qui en ce moment se passent et qui peuvent faire en sorte qu'on utilise les réseaux sociaux. C'était une petite parenthèse, de façon extrêmement positive. Moi, c'est la façon qui me plaît. Il y a des collègues effectivement qui ont créé des fils WhatsApp avec leurs équipes.
tout ça, c'est des choses qu'on contribué et qu'on ne faisait pas avant. C'est-à-dire, moi, toutes les semaines, j'avais une ou deux visioconférences avec les personnels où je leur disais, bon, on se retrouvait le mardi, on se retrouvait le jeudi. On n'avait pas de thématique. On se retrouvait, on se disait, oh, ça fait du bien de se voir, juste se voir à travers les écrans, parce que alors là, on se voit, moi je vois que Flora, je vois pas les autres, ça me manque. J'aimerais bien voir c'est une espèce de panel de visages là, pour vous voir tous. C'est un petit peu un manque. Mais c'est vrai que ces moments qu'on avait l'année dernière où moi j'étais tout seul dans l'établissement, parce que j'habite juste à côté de l'établissement, donc moi j'étais là le matin à partir de 7h30 jusqu'au soir assez tard pour régler plein de problèmes. J'ai travaillé comme un dingue, comme la plupart des chefs d'établissement. Et ces moments-là où j'étais avec les collègues en réunion, c'est des moments qui étaient pour moi qui n'avaient pas de prix parce que on discutait, on se soutenait, on se demandait comment ça allait, on faisait des blagues. On avait une collègue qui avait un problème de micro et enfin c'était une blague. Elle avait un problème de micro, elle parlait comme si c'était comme si elle voulait masquer sa voix et ça faisait rire tout le monde. Et c'était des choses très simples. Voilà, et on était sur des moments où finalement, moi, en tant que chef d'établissement, je ne sais pas si j'ai jamais eu une image auprès des équipes des établissements où j'étais, je pense que non, j'ai jamais eu d'image l'image d'Épinal du chef un peu inquiétant. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça a contribué énormément à nous rapprocher tous. Voilà, ça c'était pour fermer la parenthèse et pour réagir à ce qu'ont pu dire les uns et les autres. Euh, Mais tu sais, voilà. Jean-Luc, tu sais ce que tu évoques. En fait, il y a un philosophe autrichien qui s'appelle Martin Buber qui nous a dit la chose suivante que je trouve intéressante par rapport à ce que tu dis. On est en relation avec le monde de deux manières. Et il appelait ces deux relations la relation je-tu, J-E-T-U, et la relation je-cela, J-E-C-E-L-A. La relation je-cela, c'est une relation où on est en lien avec le monde comme avec une chose. Et on peut être en lien avec d'autres personnes comme avec des choses. Et le lien je-tu, c'est d'être en relation avec le monde, et notamment avec les autres, comme des personnes à part entière, des personnes uniques, des personnes singulières. Une personne, c'est quoi? C'est un être humain absolument unique qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais sur cette terre. Ça, c'est être en relation avec une personne. Alors, dans le monde du travail, il se trouve qu'on est en relation les uns avec les autres, bien souvent dans le mode je-cela. C'est-à-dire que le mode je-cela, c'est quoi? C'est le mode de j'ai besoin de toi pour atteindre l'un de mes objectifs. Et donc, je me sers de toi comme d'un moyen. Alors que la relation je-tu, c'est une relation, l'autre est une fin en soi, en fait, en quelque sorte. Hein. Et donc, dans le monde du travail, on est souvent dans cette relation je-cela. Parce que si on travaille, c'est qu'on a quelque chose à apporter, les autres ont besoin de nous et nous, on a besoin des autres. Et il n'y a rien de mal avec ça, nous dit Martin Buber. Ce qui est problématique, c'est quand toutes les relations deviennent du je-cela. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est justement le je-tu, c'est-à-dire la relation avec l'autre quand on le considère comme une personne unique et singulière. Et là, j'ai l'impression qu'avec justement la distance, le confinement, il y a eu cette peur que de devenir quelque part des objets les uns pour les autres. Et donc, il y a eu une espèce de résurgence du je-tu, c'est-à-dire de la relation de personne à personne. Hein. Ce que tu évoques, c'est vraiment ça, c'est un intérêt pour la personne en tant que telle, en dehors de ce qu'elle peut m'apporter dans le contexte du travail. Oui, merci, absolument. Alors, il y a une question qui est intéressante qui a été posée là juste avant que tu interviennes, qui dit la relation un préalable au dialogue, tout à fait d'accord. Et question, est-ce que
finalement, c'est la seule priorité. Est-ce que la seule priorité du manager, c'est celle-là pour maintenir un climat apaisé? Alors, je dirais que enfin, en ce qui me concerne, moi, mais le regard de Flora m'intéressera et nous intéressera toutes là-dessus. Je pense que la relation, c'est un préalable. Est-ce que c'est la seule priorité? Je sais pas, ça dépend enfin moi en ce qui me concerne, ça dépend ce qu'on va mettre dans la question de la relation, dans le cadre du climat apaisé. Là, je parle en situation de crise. Euh, le, Moi, si je me posais la question et je l'avais mis par écrit, c'est parce que moi je fonctionne de façon extrêmement intuitive sur le climat apaisé dans un établissement en situation de crise. Euh, la relation. J'évoquais la question, et pour moi elle est centrale, la question du dialogue. Le dialogue, c'est une relation, un échange à double sens avec quelqu'un où on parle, où on écoute, on prend en compte ce que l'autre dit, on argumente, et au bout du compte, on décide parce que finalement c'est aussi le rôle du manager et c'est aussi l'attente qui est faite de la part des équipes. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'une fois que on a écouté, qu'on a discuté, ce qu'on attend de moi, c'est comme ça que moi je le vis, c'est qu'à un moment donné, je prenne une décision. Je prenne une décision en conscience et que finalement cette décision, elle puisse être rassurante. Et que quand on décide, on rassure aussi sur la façon dont on a pris cette décision, on explicite les choses. Et surtout, et ça c'est moi ma façon de travailler, on fait preuve d'humilité dans le sens où on accepte de se tromper. Euh, Ça c'est une façon que j'ai de fonctionner, c'est-à-dire de dire, quand je prends une décision, de dire je vous préviens, il est possible que dans 2 jours, je vous annonce une décision contraire. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent, mais c'est quelque chose qui peut être fait et qui doit être explicité. C'est-à-dire le fait de dire on a le droit de se tromper quand on est manager, décisionnaire, mais c'est valable quand on est enseignant, c'est valable quand on est parent, c'est valable à tout moment où on doit se poser en tant que chef ou en tant que décisionnaire, de dire on a le droit de se tromper, mais on doit l'expliciter. C'est-à-dire dire on peut se tromper, c'est pas grave, et on dit pourquoi on se trompe, et on dit pourquoi est-ce qu'on va changer d'avis. On a le droit de se tromper. C'est peut-être la façon dont les uns et les autres, là moi je parle, je vais sortir un tout petit peu de ma réserve là, ça m'arrive pas très souvent, c'est peut-être un petit peu ce que moi je reprocherais aujourd'hui aux politiques de façon générale, c'est-à-dire de se dire on prend des décisions et de dire on s'est trompé. Et je pense que moi en tant que citoyen et électeur, si j'entendais à un moment donné des décisionnaires me dire on s'est trompé, on est désolé, on a pris une décision, on s'est trompé, mais on va revenir dessus parce qu'on vous a entendu. J'adorerais, moi, entendre ça. Je l'entends pas suffisamment. Bon, moi, c'est ma façon de fonctionner en tant que manager. Et enfin, le dernier point pour moi, c'est on communique. Pour avoir un climat apaisé, on communique. Ceux qui me connaissent, ceux qui me pratiquent, savent que j'ai tendance à communiquer, parfois de façon excessive, et d'expliquer ce que je fais au fur et à mesure. Il y a des moments où je fais des pauses, mais c'est vrai que par exemple, je vais prendre en direction des usagers. Depuis le début du confinement et du reconfinement et du déconfinement, j'ai pris énormément de temps pour expliquer aux familles ce que je faisais, ce que j'allais faire, ce que j'allais pas faire, ce que je ne savais pas, ou pour envoyer juste des messages pour dire voilà, aujourd'hui je ne sais pas, mais dès que je sais, je vous le dirai. Voilà. Et finalement, le retour que j'ai de la part des usagers, je parle des usagers parce que je parle des élèves et puis aussi des parents, les retours que j'ai sont positifs, vraiment très positifs de ce qu'on a, parce que je pense que c'est ce qu'on attend, enfin moi c'est ce que j'attendrais, je fonctionne finalement comme ce que j'attendrais de la part de quelqu'un qui me dirige. Et de ce fait, j'ouvre une toute petite parenthèse, on a un recteur sur l'Académie de Bretagne qui nous a dit un jour, voilà, je vous donne mon 06,
à des cadres, hein. On était des chefs d'établissement, des inspecteurs. Je vous donne mon 06 et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et comme je suis un petit peu curieux, ben, j'ai tenté le coup. Je lui ai envoyé des textos et de fait, on a un recteur qui, alors, j'en abuse pas, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer des messages à notre recteur pour lui demander conseil ou pour lui dire merci, tout simplement parce que il y a eu des décisions qui ont été prises ou des soutiens où j'ai vraiment apprécié pour le remercier et on a échangé. Et ben ça, c'est super agréable. Voilà. Donc, c'était pour répondre à la question de, 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 de Hamad. Et en fait, on est sur une apparence de paradoxe, hein, entre la communication, la décision. Euh, Parfois, quand on peut dire que trop de communication, je lis là une question, trop de communication cache l'absence de décision. Flora, là ton regard m'intéresse là-dessus. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut se dire que trop de communication cache finalement l'absence de précision? De décision, tu veux dire? Ouais. Oui, de décision, oui, autant pour moi. Ouais. En fait, je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des situations. Si en effet on a quelqu'un qui communique sans jamais décider, tu as raison, le rôle quand même du manager à un moment donné, c'est de trancher. Décider, c'est ça, hein, c'est trancher dans le réel à partir d'un certain nombre d'informations et en assumer les conséquences. Ce que tu disais, Jean-Luc, en fait, ça m'évoquait une certaine conception que tu as en fait du pouvoir. Et là, je trouve que ce que la philosophe Hannah Arendt nous dit du pouvoir est vraiment intéressante. Elle parle du pouvoir sur et pouvoir avec. Le pouvoir sur, c'est le pouvoir classique. Hein, c'est le pouvoir dans le sens de domination. Je montre que je suis le plus fort, je suis le chef d'eux et j'exerce mon pouvoir en dominant. Et en fait, ce que Arendt nous dit du pouvoir, c'est qu'il y a une autre forme du pouvoir, qui est le pouvoir avec. Et je vous lis cette citation parce que je trouve qu'elle matérialise très bien ta conception du pouvoir, Jean-Luc, qui est vraiment intéressante. Elle dit: le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir de façon concertée. Le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle, il appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Et donc, en fait, toi, ce que tu fais en communiquant, c'est que tu réunis, tu t'assures que le groupe n'est pas divisé pour que votre groupe puisse garder son pouvoir. En fait, tout ce que tu partages avec nous, tu nous dis que ce n'est pas ton pouvoir à toi, c'est le pouvoir de ton collectif. Et tout ce que tu fais quand tu nous dis que tu portes attention à la communication, à la convivialité, à la relation, au dialogue, c'est que tu t'assures que votre collectif garde son pouvoir, non pas pouvoir de domination, mais pouvoir d'agir tout simplement, parce que c'est ça aussi votre rôle et votre job, c'est de pouvoir agir dans le collectif. Et ça, moi, mon expérience en entreprise, c'est que les managers qui ont compris ça sont non seulement tout le monde est plus heureux parce qu'on a tous le sentiment dans une équipe de pouvoir agir, c'est-à-dire changer les choses, mais il y a aussi une certaine efficacité dans le sens noble du terme, qui est que les choses qu'on met en place fonctionnent et deviennent et se réalisent en fait, en quelque sorte. L'efficacité, c'est ça, hein, c'est quand les idées qu'on a se réalisent. Donc voilà ce que m'évoque tout ce que tu viens de partager avec nous sur la question du pouvoir. Voilà, donc communiquer, oui, certes, et prendre soin du collectif par la communication. Mais la communication, c'est pour ça que j'aime bien le mot dialogue, parce que dans communication, il y a parfois l'idée d'un sens unique, alors que je trouve que dans dialogue, il y a vraiment quelque chose qui circule. Et ça, je trouve que c'est important, parce que dans une relation, il y a quelque chose qui circule. En fait, en quelque sorte, le manager, il est là pour animer un collectif, animer dans le sens de anima, c'est-à-dire âme. Il est là pour donner de l'âme à un collectif. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Comment on fait pour donner de l'âme à un collectif si ce n'est par le dialogue? Oui, c'est ça. On va citer Spider-Man là.
les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On est presque en plein dedans. Il y a Karine qui faisait une remarque qui est intéressante et qui disait, en ce qui la concerne, que voilà, sincérité, vérité et humilité, voilà les principes que je m'applique au quotidien. Et donc finalement, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait au quotidien en tant que manager pour équilibrer ça entre la sincérité, la vérité, l'humilité. Euh, est-ce que euh, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut être trop sincère? Est-ce que parce que il y avait une remarque qui était faite, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a trop de sincérité? Je ne sais pas si, enfin moi en ce qui me concerne, je ne sais pas si si la sincérité peut être excessive. Alors après, qui dit sincérité ne dit pas nécessairement exposition personnelle, mais je ne sais pas dans quelle mesure euh, la sincérité peut être excessive. La vérité, ça c'est encore autre chose, c'est la vérité, trop de vérité. En tant que manager, on manie la vérité avec, enfin, c'est difficile avec parcimonie, je ne sais pas trop très bien ce que ça veut dire. Régulièrement, moi j'ai tendance à dire et je rappelle que un établissement scolaire, mais c'est valable dans le monde professionnel, on n'est pas dans un cercle familial ni dans un cercle d'amis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on garde pour soi, il y a des choses qu'on ne dit pas, euh, pour plein de raisons, hein, parce que on estime stratégiquement que au sein de son établissement, il y a un moment pour annoncer les choses, pour ménager les équipes sur des annonces. On sait, on a une information sur des choses qui vont pas plaire à venir et on se dit bah c'est pas le bon moment, on va attendre et on attend le bon moment pour l'annoncer et ça on n'est pas nécessairement dans la vérité et à tout moment. Est-ce que c'est en soi un mal? Moi je crois que non. C'est là tout l'art en fait du manager pour moi de choisir, voilà ce que dit Karine, c'est la vérité du moment, c'est-à-dire ou le moment de la vérité. Voilà, peut-être plus. Je ne sais pas comment est-ce que tu peux traduire ça, mais sur cette question justement de la sincérité et du management, euh, c'est c'est compliqué, mais Mais pour je autant c'est pense simple. que... Oui, pardon. Ouais. Vas-y. Non, je pense que de toute manière, on fait attention à ce qu'on dit et comment on le dit, pas seulement dans le milieu du travail. Enfin, on le fait avec ses enfants, on le fait avec ses amis, on le fait avec son conjoint. Bien sûr qu'on fait. Enfin, vous imaginez un monde. Bah d'ailleurs, en fait, on peut le voir à certaines reprises. Un monde où on ne fait plus attention à ça. C'est un monde qui est absolument invivable. Heureusement qu'on ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête à tout moment de la journée. Ça c'est je lisais un petit dessin qui disait, à propos de la liberté, qui disait faire ce que je veux, quand je veux, dire ce que je veux, quand ça me passe par la tête, ça s'appelle l'adolescence. C'est pas la liberté. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que quand on parle de vérité, est-ce qu'il faut tout dire tout le temps? Ben, non, je suis assez d'accord avec toi. On fait attention, la limite, c'est quoi? La limite, c'est l'autre. C'est qu'en fait, on a des personnes, je reviens à l'idée que je partageais avec vous tout à l'heure sur relation qu'on peut avoir aux autres en tant que personne ou en tant que chose. Oui, si les autres étaient des choses, bien sûr que on pourrait dire tout ce qui nous passe par la tête et on pourrait dire les choses de manière brute. Mais en fait, les personnes ne sont pas des choses. Elles sont voilà, des êtres humains avec leur sensibilité, leurs émotions. Et tu as bien fait de mettre le doigt sur le... Et tu vois, on retrouve l'étymologie de manager. Tu as dit, je ménage mes équipes. Eh bien, voilà, tu manages tes équipes. C'est-à-dire que tu prends soin de ce que tu imagines qu'ils peuvent ressentir. Et alors, après, tout l'art du manager, ça va être d'être dans le juste milieu, sans se sur-responsabiliser et sans se sous-responsabiliser. Évidemment, c'est la ligne de crête qui est difficile à trouver. C'est qu'à un moment donné, l'autre peut aussi recevoir quelque chose de difficile que j'ai à dire. Et donc, le manager n'est pas là pour protéger et surprotéger ses équipes. Comme le parent n'est pas là non plus pour surprotéger ses enfants. À un moment donné, c'est important de pouvoir dire les choses de manière sincère, mais en prenant en compte le contexte et la situation.
Et c'est d'ailleurs à cette condition-là, je pense que des choses peuvent être dites et des choses difficiles peuvent être dites. C'est si on a pris soin du contexte. Oui, c'est ça. Et les choses passent d'un seul coup beaucoup mieux. Mais tout peut être dit dans ces conditions. Il y a Françoise qui a posé une question qui est intéressante, c'est quelle est l'importance que vous attribuez à la participation de la communauté scolaire? Et alors c'est bien parce que c'est là, je savais pas à quel moment euh, j'allais la placer cette référence au maréchal Joffre. Alors parfois elle est attribuée à d'autres. Euh, L'importance, moi, que j'accorde à la communauté scolaire, à la participation. Alors, c'est pas nécessairement la communauté scolaire, mais la participation en général. En ce qui me concerne, moi, elle est immense. Je vais revenir à cette histoire de la citation du maréchal Joffre, qui parle de la délégation. Le maréchal Joffre, enfin, on lui attribue cette citation qui joue sur les mots. Vous allez voir parce que qui utilise le même verbe à trois modes différents. Le maréchal Joffre disait euh, le management, c'est ne rien faire, tout faire faire et ne rien laisser faire. Euh, Ça, c'est une discussion qu'on a eue en amont de cette réunion avec Flora. Et sur cette question-là, moi, alors c'est quelque chose, c'est une citation qui est à prendre avec des pincettes, mais pour moi qui est très symptomatique de la façon dont je vois le management en milieu éducatif et le fonctionnement de la participation au milieu éducatif. Moi, j'ai une chance immense, c'est que je suis dans un établissement où j'ai l'impression de manger mon pain blanc parce que aujourd'hui, j'ai des équipes qui font euh, qui sont proactifs, qui lancent des projets. Et pour autant, quand je dis qu'ils lancent des projets, qui montent des projets de A jusqu'à Z, en faisant la communication aux familles, pense la chose, les rendus, mais de façon, enfin, moi, c'est l'établissement dont je rêvais depuis 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis personnel de direction. Et j'ai l'impression de vivre aujourd'hui avec tous les acteurs avec qui je travaille. Vous voyez, c'est de lapsus, il est intéressant. Euh, j'ai l'impression de vivre au travail cette citation du maréchal Joffre parce que derrière, il y a cette question de ne rien laisser faire, dans le sens où ben finalement je suis au courant de tout ou pas, mais j'ai cette espèce de regard sur le travail qu'ils font. Ils viennent me rendre compte d'eux-mêmes. En fait, on a un fonctionnement qui est très naturel parce que on a cette confiance partagée. On a cette confiance partagée les uns envers les autres où une fois qu'ils sont venus me voir pour avoir le feu vert pour lancer un truc, bah, ils savent que moi je leur fais confiance et que derrière, et j'en reviens à cette question du droit à l'erreur, derrière, ils savent que si jamais ils se plantent, entre guillemets, et ben, leur erreur, ça sera la mienne aussi, ça sera quelque chose qu'on va partager ensemble. Et à partir du moment où moi je leur accorde ma confiance dans le fonctionnement d'un projet, ça veut dire que moi j'assume tout avec eux. Et je prends leur réussite aussi, de fait. Alors après, je la prends pas à mon compte, je la prends au compte de la communauté, mais c'est un mode de fonctionnement. Donc sur l'importance de la participation de la communauté scolaire, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire que sans la communauté scolaire, je ne fonctionnerai pas. Et j'ouvre une dernière parenthèse et après je donne la parole à Flora. Euh, les chefs d'établissement, on a une clause de mobilité. C'est important ça à avoir en tête. Quand on arrive dans un établissement, on est censé rester 3 ans minimum. Alors, bah, parfois, on reste moins. Moi, j'ai trois établissements dans lesquels je suis resté 1 et 2 ans parce que j'ai été appelé ailleurs sur les 7 établissements dans lesquels j'ai exercé. Euh, mais on a 3 ans normalement minimum et 9 ans maximum. Ça veut dire que statistiquement, les établissements voient changer un chef d'établissement tous les 4, 5 ans, tous les 4, 6 ans, quoi. Ça veut dire qu'un chef d'établissement, il fait que passer.
Et dans le cadre du management, c'est une vraie réflexion à mener sur qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je mets en place quelque chose en mon nom, une espèce de truc? Moi, aujourd'hui, Jean-Luc Simon, je vais mettre en place quelque chose qui ne me survivra pas parce que ça sera mon bébé. Ou est-ce que je fais en sorte d'être juste un catalyseur pour faire en sorte que les choses qui vont se mettre en place, derrière, elles pourront continuer sans moi et elles peuvent vivre sans moi. Aujourd'hui, j'ai plus ce sentiment-là d'être un Super Mario avec des burettes d'huile et de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que, une fois que je serai parti, l'établissement il continuera à fonctionner aussi bien que quand j'étais là et qu'avant que je sois là. Voilà, quand on parlait de la question de l'humilité. C'est intéressant de faire la distinction aussi entre faire et agir. Et je trouve qu'en fait, le manager, son rôle, c'est d'agir dans le sens de faire participer, comment dire, s'appuyer sur la force du collectif pour créer un mouvement. Agir, faire, ça peut être fabriquer quelque chose, monter un projet, monter un dossier. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le faire. Et puis dans l'agir, il y a faire en sorte qu'un collectif puisse suffisamment bien s'entendre pour créer quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que toi, ton rôle, c'est ça. Et quelque part, le signe du succès de ton action, ce sera quand tu partiras de voir si ce collectif, justement, peut survivre, tu vois. Je trouve que ça, c'est intéressant de faire cette distinction-là. Hein, c'est ce que Hannah Arendt disait, encore une fois, je la cite, parce qu'elle a beaucoup parlé de l'action. Elle disait, l'action, c'est la seule activité qui mette directement en rapport les hommes sans l'intermédiaire des objets et de la matière. L'intermédiaire de l'objet et de la matière, on est dans le faire. Hein. Et donc, pour elle, l'action, c'est ce qui nous lie aux autres. C'est ce qui implique la pluralité, c'est l'être ensemble. C'est tout ce dont tu parlais à propos de la participation. Toi, tu prends soin d'un certain être ensemble, d'un vivre ensemble, d'un travailler ensemble. Et tu parlais, excuse-moi, tu parlais du droit. Enfin, oui, vas-y, j'avais peut-être un petit mot à dire sur le droit à l'erreur, parce que ça, c'est un thème sur lequel on intervient assez souvent en entreprise, dans les organisations. Et je vois une injonction paradoxale très forte dans les organisations. Je ne sais pas si vous l'avez. Certainement, puisque un collège, c'est aussi une organisation, non pas comme une autre, mais c'est quand même une organisation qui fonctionne avec des personnes qui sont là pour faire des choses ensemble. Et donc, à ce titre-là, à mon avis, vous êtes confrontés à ça. Il y a cette idée qu'on aimerait bien pouvoir donner le droit, que les personnes s'autorisent le droit à l'erreur. Et en même temps, dès qu'il y a une erreur, celle-ci est sanctionnée d'une certaine manière par la hiérarchie. Et donc, il y a ce double discours, en quelque sorte, dans certaines organisations. C'est suscitons et en même temps, pas trop. Et donc, c'est pour ça que je trouve que la question de la culture, quand on parle de ce genre d'expression-là, quand on utilise ce genre de mots, la question de la culture, elle est vraiment importante. Est-ce que mon collectif, est-ce que la culture permet, en fait, le droit à l'erreur? Pas juste une question individuelle. Ouais, je notais cette question que je vais creuser. Je me posais, moi, la question sur les spécificités, et c'est là où le parallèle avec le monde de l'entreprise m'intéresse. Aujourd'hui, on dit communément que dans l'éducation nationale, un chef d'établissement, il arrive dans un établissement, il recrute pas les personnels avec qui il travaille. Il recrute pas ses équipes, il recrute pas ses enseignants, et de la même façon, un établissement ne recrute pas ses chefs d'établissement. Et donc, en fait, cette espèce d'adaptabilité que moi je ressens de la part des équipes, parce que d'un chef d'établissement à l'autre, moi je suis pas passé dans un seul établissement où ma façon
de travailler était proche, ni de près ni de loin, avec la personne que j'ai remplacée. Et les gens qui m'ont succédé, en général, eux-mêmes n'avaient pas la même façon de travailler et les équipes s'adaptent. Et donc, on a finalement en tant que chef d'établissement, mais je renvoie ce parallèle aussi aux enseignants, pour seul outil, pour seul levier, notre force de conviction, ce en quoi on croit, les valeurs qu'on porte et la façon dont on va essayer d'emmener nos équipes dans le projet qu'est le nôtre. Parce que finalement, on a une lettre de mission, on nous donne des objectifs. Chaque chef d'établissement a une lettre de mission qui lui est donnée par le recteur, qui n'est pas forcément partagée avec ses enseignants. Ça, c'est une question que je me suis souvent posée, c'est pourquoi est-ce que finalement ma lettre de mission, je la partage pas avec ses équipes. Moi, je pourrais le faire, je l'ai pas fait. Alors, je sais même pas pourquoi finalement, parce que dans ma lettre de mission, j'ai rien de polémique. Mais c'est une vraie question. Et finalement, je n'ai pour moi que ma force de conviction. Et il y a une phrase que j'avais eue quand on avait discuté, c'est de me dire, de façon un peu provocante, il n'existe pas de personnel défaillant. C'est-à-dire de partir de ce principe-là, que quand j'arrive dans un établissement, même si quand on arrive dans un établissement, on a une passation entre chefs d'établissement qui est plus ou moins longue. Parfois ça dure 2 heures, parfois ça dure plusieurs jours. Lorsqu'il y a ces échanges, forcément il y a des mots qui sont dits sur des personnels, sur tel personnel, tu verras, tel personnel, pas terrible, etc. Ou tel personnel super, ça va être un super levier. Ça fait partie des choses que moi j'essaie d'oublier très vite. D'abord parce que souvent ça se vérifie pas, dans un sens comme dans l'autre. Et puis parce que j'ai un principe, c'est qu'il n'existe pas de personnel défaillant. Et que n'importe quel personnel peut être formidable. Voilà, je pars de ce principe-là. Et jusqu'à présent, j'ai rarement été contredit dans cette conviction-là. Parfois, c'est plus compliqué dans ma perception des choses, mais j'ai toujours une espèce de conviction, c'est que en accompagnant les personnels, en travaillant avec eux, en leur montrant quelle est ma force de conviction à moi, je peux arriver à soulever des montagnes. Voilà. Mais c'est valable aussi pour les équipes avec les chefs d'établissement. Moi, je dois avouer que j'ai des équipes qui me font faire des choses que je ne soupçonnais pas possibles. Voilà, donc je les remercie régulièrement, parfois peut-être pas assez. Voilà, je ne sais pas si tu veux réagir sur cette question-là. Disons qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on arrive toujours dans un environnement, et le milieu du travail évidemment, avec une certaine conception de l'être humain. Et on ne fait pas toujours l'effort pour soi-même et pour les autres de se demander en effet quelle est ma conception de l'être humain. Ce n'est pas une question qu'on se pose nécessairement tous les jours. Mais pour moi, cette question a des impacts très, très concrets. Je vous donne un exemple. Il y a un thème sur lequel j'interviens très souvent en entreprise en ce moment, enfin même depuis plusieurs années, c'est la coopération. Parce que visiblement, c'est quelque chose de difficile de coopérer. Je pense que les managers en entreprise sont aussi comme toi, Jean-Luc, qui ne choisissent pas nécessairement tous les membres de leur équipe. Ils arrivent dans une équipe, il y a des gens qui sont là, ils peuvent en recruter, mais on ne choisit pas toujours tous les membres de son équipe. Donc, il faut aussi faire avec. La différence avec toi, c'est qu'ils ont un pouvoir hiérarchique sur ces personnes, ce qui peut changer certaines choses. En tout état de cause, quand on réfléchit à la coopération, ce qui est intéressant, c'est que si on pense que l'homme est un loup pour l'homme, par exemple, ce que Hobbes a dit, ou que l'homme coopère naturellement. Donc, si l'homme est un loup pour l'homme, l'homme ne coopère pas naturellement. Et d'ailleurs, Hobbes pensait que l'homme est mu. Ce qui motive l'homme, c'est la recherche de pouvoir. Mais vous voyez que je ne vais pas du tout être en relation de la même manière si je pense que ce qui motive l'être humain, c'est la recherche de pouvoir. Ce qui motive l'être humain, c'est le plaisir. Ce qui motive l'être humain,
c'est la coopération. Ce qui motive l'être humain, c'est le sens. Ça peut être plein de choses. Nos convictions profondes, elles sont... Finalement, si on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est peut-être aussi parce qu'on a des convictions sur ce qui motive l'être humain différentes. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas... Enfin, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ta conviction qu'il n'y a personne de défaillant. Mais j'entends malheureusement trop souvent dire oui, enfin bon, si on ne motive pas, la tendance humaine est une tendance à vouloir en faire le moins possible, par exemple. Ça aussi, ça peut être une conviction sur l'être humain. Mais vous voyez, je ne vais pas entrer dans une relation de travail de la même manière si je pense comme Jean-Luc ou si je pense comme ces autres personnes qui vont penser que les gens cherchent en général à en faire le moins possible. Moi, je suis convaincue aussi que chacun se lève le matin en voulant... Et après, il se trouve qu'il y a des choses qui se passent qui font qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on fait de la meilleure manière. Mais on part avec cette intention. Bon, ben voilà, ça, c'est une conviction que j'essaye dont j'essaie de me souvenir et que j'essaye de chérir parce que je trouve qu'elle est importante. C'est important d'aborder les relations et d'entrer dans le monde avec cette idée-là, cette idée humaniste, en fait, en quelque sorte. Donc, avoir ces discussions-là, entre équipes, et moi c'est ce que j'anime, j'anime des ateliers philosophiques qui permettent d'avoir ces discussions entre les membres d'une équipe qui ont plutôt l'habitude de parler de leur projet opérationnel ou des choses qu'il y a à faire dans le cadre du travail, mais de pouvoir avoir ces discussions sur finalement le sens, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'on croit, quelle conception de l'être humain on partage, quelle conception du monde on partage. Ce n'est pas du tout des élucubrations intellectuelles, ça a des conséquences très concrète et pratique. Merci Flora. Alors je regarde le chronomètre, il nous reste un peu moins de 9 minutes pour conclure avant qu'on soit coupé. Donc on va conclure, même si je pense qu'on pourrait continuer comme ça des heures à échanger et puis moi, j'adorerais pouvoir poursuivre, mais c'est des discussions que je peux avoir avec d'autres collègues à d'autres moments. Moi, on s'appelle parfois, on se fait des visioconférences à l'autre bout de la France pour se former sur des outils. Moi, c'est quelque chose qui est d'une richesse incroyable. Il y a la question du lâcher prise qu'on n'a pas abordé, mais que on pourra réaborder un jour. Moi, j'aimerais bien conclure par une vision de l'autorité. L'année dernière, on avait eu un colloque sur un séminaire de l'encadrement sur l'Académie de Rennes, et on avait eu une vidéo de Michel Serres qui avait rapporté sa définition de l'autorité, que je trouve absolument formidable. C'est-à-dire que qui disait celui qui est porteur d'autorité, c'est celui qui est capable d'augmenter l'autre. Et cette vision de l'autorité, mais de façon générale, c'est pas seulement chez le manager, elle est aussi valable chez l'enseignant, chez le parent, chez l'ami, en fait, dès lors qu'on est dans une situation d'autorité, l'entraîneur sportif. Cette vision finalement de j'ai l'autorité, mais j'ai une vision et un objectif, c'est d'augmenter la personne qui est en face de moi pour qui j'œuvre. Et finalement, cette personne-là va m'augmenter en retour. Et moi, je dois dire que depuis que je fais ce métier, je ne cesse d'être augmenté grâce aux personnes avec qui je travaille. J'adore ce métier. Ça fait 13 ans jusqu'à faire ce métier. En général, j'ai fait 3 autres métiers dans l'éducation nationale. En général, pendant 7 ans, au bout de 7 ans, je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose, que ça allait bien. J'ai enseigné, j'ai fait d'autres choses. Là, ça fait 13 ans et je m'ennuie toujours pas. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, à chaque établissement, c'est différent. Chaque année, c'est différent. Et je persiste à pas m'ennuyer et à me sentir augmenté tous les ans. Donc, je prends énormément de plaisir. J'ai l'impression dans ma tête de rajeunir chaque année un peu plus. Voilà, c'est ma conclusion à moi. Et je vais laisser à
et je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Bah, je ne sais pas si j'ai envie de rajouter quelque chose après ce que tu viens de dire, Jean-Luc. Je trouve que c'est voilà, si on peut en effet concevoir tous ces mots en fait, hein, l'autorité comme étant cette capacité à faire grandir l'autre, hein, c'est auctoritas, c'est ça, c'est augmenter, plutôt que comme l'autoritarisme. Si on est capable de voir le pouvoir comme étant du pouvoir avec et non pas du pouvoir sur, si on est capable en fait de réinvestir tous ces mots d'un sens humaniste, je pense qu'on pourra progresser. Ah voilà, c'est ça. Donc on va s'arrêter là sur ces mots. Mais vraiment merci à tous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à être là, même si vous n'avez pas pu autant interagir qu'on aurait aimé. C'était un moment. J'aime bien ce hashtag feel good en ce moment. On en a besoin. Je cherche que ça. Des moments où on se sente bien et où voilà, on se sent un peu plus heureux le soir, à défaut de guetter les résultats d'élections improbables ou de protocoles improbables. Voilà, bah écoutez, merci à tous et puis bah, au plaisir de vous retrouver sur différents chemins. Voilà, merci beaucoup Flora, à très bientôt à tous. Beaucoup. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Jean-Luc, de dialoguer Merci. avec toi. Oui, merci Flora, c'est partagé. À très bientôt. Au revoir à tous, bonne soirée.